Whiplash fait partie de mes films préférés de tous les temps. First Man, c'est un film que, bon, je trouve assez moyen pour sa première partie, mémorable pour la dernière. Et La La Land, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas rentré dedans, c'est pas un film que j'ai plutôt apprécié en fait. Donc forcément, quand Babylone est annoncé, je savais pas tellement à quoi m'attendre. Est-ce que ça va être tout? Est-ce que ça va être rien? Est-ce que ça va être un entre-deux type First Man? Ce que je peux vous dire, c'est que ça vire plutôt du côté du tout justement, et que j'ai déjà l'impression en ce 18 janvier de parler du meilleur film de l'année. C'est quand même fou quoi. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons donc parler de Babylone réalisé par Damien Chazelle, qui retrace donc l'histoire du cinéma à partir des années 1920 pour le voir évoluer du cinéma muet au cinéma parlé, avec toutes les conséquences que ça va engendrer sur les acteurs qui gravitent autour, et principalement ici trois personnages qui sont le personnage de Margot Robbie, celui de Brad Pitt et aussi celui de Thiago Calva, donc dans des personnages on va dire un petit peu différents. On va suivre ces personnages, leur évolution, leur chute aussi également. C'est un film qui va partir un petit peu dans tous les sens pour nous faire vivre en fait toutes les tensions et toutes les émotions que vont vivre les personnages au travers de ces 3 heures de film. Et je vais déjà m'arrêter là-dessus pour cette partie non spoiler. C'est que oui, le film dure 3 heures. Vous le savez, j'ai énormément de mal à rester actif assis sur mon siège comme ça sans pouvoir bouger pendant 3 heures. Même les films que j'adore, j'ai du mal. Là, c'est passé très vite. Il y a quelques petits moments de longueur peut-être, mais ça s'efface tellement très vite à côté de ce qu'est Babylone et ce qu'il nous vend en fait. On passe vraiment par toutes les émotions, de la tristesse, de l'amour pour les personnages, mais aussi du pipi, du caca, du vomi, parce que oui, on est dans une époque, on va dire, très rock'n'roll, avec énormément de fêtes, où sexe, drogue et alcool sont consommés sans modération, et ça n'importe où. Forcément, il y a des répercussions un petit peu à tout ça, et à côté, on est sur une structure narrative qui est assez en fait particulière, si vous voulez. Je savais pas où je mettais les pieds en commençant ce film, parce qu'en plus j'avais vu aucune bande-annonce, donc voilà, je voulais me garder la surprise. Et c'est vrai qu'on sait pas tellement jusqu'à la fin de la première demi-heure, voire 40 premières minutes, on sait pas tellement où est-ce qu'on va au final. Pour vous dire, c'est que on est vraiment sur une structure type je fais la fête et je suis sur un plateau de tournage, parfois les deux en même temps, c'est-à-dire que parfois t'as des gars qui se retrouvent totalement bourrés sur un plateau de tournage, c'est vraiment hilarant. Tu vois ça maintenant en 2023, tu te dis mais c'est tellement plus possible. Et tu penses au budget, le temps c'est de l'argent. Tu penses à ce genre de choses. Je pense que si vous aimez le cinéma, en fait, en général, que vous soyez cinéphile ou pas, hein, si vous aimez par exemple regarder des images making-of, si c'est votre bail, je pense que ce film il va vraiment vous plaire. Parce que on est sur des plateaux de tournage durant les années 1920, on voit comment c'est fait, il y a une certaine reconstitution en termes de matériel, de caméra, de façon de faire aussi au niveau des acteurs, et on remarque aussi la complication que ça a été de passer au cinéma parlé, puisque on le rappelle, les acteurs, eux, sont juste formés de base, faire des gestes devant une caméra, mais en aucun cas à apprendre des dialogues. Prendre le son, c'est pareil, côté réalisation, ils ont jamais pris le son de leur vie, donc ça annonce des complications qui sont d'ailleurs assez marrantes durant le film. Donc tout ça, c'est ultra passionnant à suivre, et je vous invite vivement à aller voir Babylone si juste vous aimez le cinéma en général. La qualité première aussi que l'on peut trouver, c'est le casting. Alors déjà, Margot Robbie est incroyable. Je sais pas si on peut dire qu'elle pourrait être nommée aux Oscars, mais j'ai vu Margot Robbie dans bon nombre de ses films et je l'avais jamais vue comme ça. Elle est très sauvage, si vous voulez, elle se donne à fond, elle est jamais dans le surjeu, elle est à la limite en fait, et ça marche plutôt bien. Brad Pitt, lui, ça se voit qu'il s'éclate, c'est vraiment une des premières scènes, la première scène qui est avec Brad Pitt, elle est à mourir de rire. Tu sens que le mec vraiment ce rôle est fait pour lui. Quand tu as suivi un petit peu ces quelques interviews qu'il a faites récemment, et c'est un personnage qui adore le cinéma, il le dit plusieurs fois dans le film, et donc j'ai trouvé ça assez méta, puisque Brad Pitt, c'est un acteur qui a toujours revendiqué qu'il était passionné de films, en fait, qui regardait énormément de films et qu'il aimait son métier. Et je suis content parce que ces dernières années, Brad Pitt, je trouve que ça lui donne une autre image. Brad Pitt, avant, c'était un petit peu, on va dire, pas le Tom Cruise, mais c'était un mec qu'on mettait dans des films d'action, dans des films de romance slash action justement. Et là, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus, toujours un petit peu dans l'action par moment, mais porté sur l'humour, quoi. Tu vois que l'acteur, il veut s'éclater. Tu vois que bon, mine de rien, il a 60 ans, je crois, même si on dirait pas, parce que physiquement, il me déglingue déjà. Enfin, quand je veux dire physiquement, il me déglingue, je veux dire que son corps à 60 ans est mieux que le mien. Attention à ce que vous allez penser, quoi. Et tout ça est porté par une ambiance qui est juste génialissime, la réalisation de Damien Chazelle, qui va reprendre, vous savez, ce fameux plan de La La Land, où il y a une caméra qui pivote entre le personnage qui danse et le personnage qui est au piano, donc celui de Ryan Gosling et celui d'Emma Stone. On a fait un petit peu sa patte, puisque pendant 3 heures de film, il va faire que ça. Alors je vous avoue que par moments, ça peut donner un petit peu le tournis, parce qu'au lieu qu'il y ait des chants contre chants durant les dialogues,
90% des cas, c'est cette fameuse caméra qui pivote, ce fameux panoramique rapide, je sais même pas comment on peut appeler ça techniquement. Donc par moment, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup quand tu commences à avoir 5 minutes de dialogue et que ça fait que ça, en fait, ça peut donner un peu le tournis. Mais mis à part ça, t'as aussi une bande originale qui est incroyable. Voilà, moi, elle est déjà dans ma playlist Spotify. Alors, je pense qu'elle peut saouler certains parce que c'est souvent la même musique qui revient, et ça, pendant 3 heures, elle doit revenir, je sais pas, une bonne dizaine de fois peut-être. Donc, si vous aimez pas du tout la musique, cette musique-là en particulier, c'est sûr que ça peut vous saouler. Me concernant, c'était incroyable, et j'ai même eu la larme à l'œil, et c'est la première fois que ça m'arrivait, devant juste une scène de danse. C'est-à-dire que cette scène, il y a rien de particulier, les personnages ne parlent pas, ça arrive en début de film, donc t'es même pas attaché à eux. C'est Margot Robbie à un moment qui danse au début du film. En fait, j'ai trouvé tellement ça beau et synchro avec la musique, avec l'ambiance juste que la musique te vend, et avec la synchronisation autour de la fête qu'il y a, etc. Je saurais même pas comment vous expliquer parce que c'est entièrement subjectif pour le coup. Mais ouais, j'ai vraiment eu la larme à l'œil à ce moment-là, tellement c'était beau, j'ai eu les frissons, quoi. Toujours côté casting, on a aussi quelques caméos d'acteurs, on va dire, quelques seconds rôles en tout cas, notamment Eric Roberts, qui donc va jouer le père de Margot Robbie, ou encore Tobey Maguire. Et là, je peux vous dire un truc, c'est que moi, vous le savez, j'ai démarré de base en étant tout petit ma cinéphilie avec le premier Spider-Man. Tobey Maguire, c'est un acteur qui restera toujours dans mon cœur, et j'ai toujours cette vision de lui... genre à 20 ans avec le costume super-héros, waouh, tu vois, etc. Genre un peu en mode grand frère. Quand tu le vois dans Babylone, ça défonce ton enfance. Il joue très bien d'ailleurs, hein, mais juste pour dire que c'est vraiment des années-lumière de l'image qu'on peut se faire de Tobey Maguire. Donc bravo à lui là-dessus. Et enfin, j'aimerais terminer par les décors en général, les costumes, bref, tout ce qui tourne autour de la reconstitution des années 20 finalement. Tout ça fonctionne vraiment pas mal, ça marche vraiment, les voitures sont très belles, les costumes sont très beaux, ils vont bien avec l'ambiance, il y a une certaine nuance aussi qui est apportée au personnage de Margot Robbie, parce que on est dans les années 20, et c'est vrai que dans cette époque-là, les femmes sont beaucoup plus limitées en fait. Et Margot Robbie, c'est pas du tout le cas de son personnage. Donc c'était intéressant de voir la différence de son parler avec d'autres, de son costume avec d'autres costumes de femmes, etc. L'intention était bien marquée, elle est respectée et ça fonctionne très bien. En définitive, pour conclure cette partie non spoiler, Babylone est un film à aller voir si vous aimez le cinéma en général, c'est très intéressant, vous allez être curieux de plein de choses, vous allez apprendre un petit peu des bases aussi du cinéma concernant son histoire, son évolution. Voilà, le moment où le parler est arrivé, voilà, ça a foutu un gros bordel pour les acteurs, pour tout le monde. Les acteurs s'éclatent, l'ambiance est incroyable. C'est un film qui est assez inédit, c'est un film qui est assez difficilement comparable avec d'autres. C'est un petit peu un ovni quoi, mais c'est un ovni dans le bon sens du terme. Donc écoutez, allez voir ce film et dites-moi ce que vous en avez pensé ensuite en revenant sur cette vidéo. Et puis nous, c'est parti, on spoil. Je vais donc commencer avec le personnage de Brad Pitt et aussi donc de l'intention qui est donnée par Damien Chazelle dans ce film. Il y en a beaucoup qui disent que ce film est une lettre d'amour au cinéma, et je pense que ça l'est aussi, hein, forcément, ça se voit que Damien Chazelle il s'éclate à la caméra et qu'il a vraiment envie de nous dire à quel point le cinéma c'est génial, hein, en quelque sorte, parce que c'est très féerique, etc. Mais Damien Chazelle nous dit aussi que le cinéma c'est dangereux, que le cinéma, en tout cas la popularité qui va avec, travailler dans le cinéma, c'est une industrie, c'est un travail comme un autre, et que tout ce que ça peut engendrer, ça peut être très positif comme très négatif. C'est pas contrôlable. Il y a un des meilleurs dialogues de ce film où c'est Brad Pitt qui est avec une journaliste, je crois, et elle lui explique en fait que son temps est passé et qu'il peut rien y faire, qu'il est finito, mais que c'est pas de sa faute, qu'il est plutôt bon acteur toujours, etc. Mais que ça fonctionne plus, que le public est passé à autre chose. Et Brad Pitt, ça, il le supporte pas. Tu vois que c'est un mec qui est passionné par son boulot. Il dit plusieurs fois, il veut changer les choses, il veut changer la forme. Voilà, avant que le cinéma passe au parler. Je te dis déjà, avant qu'il se casse la gueule, c'était très drôle ça aussi. Il faut changer la forme, etc. Et il le supporte pas. Il supporte pas d'être finito et de rien pouvoir y faire. À quoi bon en fait? C'est ça en fait que je veux dire, c'est que Damien Chazelle, c'est une lettre d'amour, oui, mais est-ce que ça serait pas un avertissement? Je veux dire, le seul personnage qui se porte très très bien à la fin du film, tout roule pour lui, il avait tout prévu, c'est, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le personnage qui était à la trompette, parce que lui, il avait quitté l'industrie du cinéma bien avant tout ça. Tous les personnages qui sont restés jusqu'à pousser la limite de leur boulot, en fait, soit ils sont morts, comme Brad Pitt, comme Margot Robbie, bon même si on te le dit pas, mais on te le fait comprendre que le personnage de Margot Robbie a donc été assassiné, et il y a aussi le personnage de Diego Calva, où là, c'est plus celui qui va te montrer, en conséquence derrière du film, que
Ben oui, c'est dangereux, mais que finalement, eh bien, oui, ça a changé les choses. On a un parallèle qui est fait avec le début du film à ce moment-là, où justement, on t'explique que lui, son but, s'il veut arriver dans le cinéma, c'est justement pour faire partie de quelque chose de grand et changer les choses. Et en fait, à la fin, c'est exactement ce qu'on te montre. On te montre, même si au début il est triste, en fait, qu'il réalise que son cinéma de 1920, et ce qu'il a fait, ce qu'il a construit lui en tant que producteur, etc., d'acteur majeur de l'industrie à ce moment-là, et bien que ça a pu faire évoluer les choses dans le bon sens. Parce que on te montre à travers d'images, je pense sous LSD, hein, mais on te montre le passage à la couleur notamment. On te montre par la suite des films qui sont sortis, des films très marquants. On te montre du Matrix, on te montre du Avatar, enfin, on te montre des choses qui, en fait, par définition, en 2 images, voilà, tu vois Avatar, dans ce contexte-là, ça veut dire regarde ce qu'on arrive à faire maintenant. Tu vois, c'est magnifique. Après, il y a une petite notion que je comprends pas ou que je sais pas, je n'arrive pas à capter l'interprétation. C'est qu'en fait, les images qu'on voit, c'est pas les mêmes images que Diego Calva. On est en 1960 à ce moment-là. Ça m'étonnerait que Diego Calva il voit une image d'Avatar ou de Matrix. Donc en fait, les images qui sont montrées, elles sont destinées directement au spectateur pour te faire comprendre que Diego Calva n'a aucune raison d'être triste parce que en fait il a réussi le but de sa vie. Il a vécu des épreuves dures, mais en fait c'est bon. En fait, il a fait évoluer les choses, même sans lui à côté, mais il a participé. Il a été un noyau avec les autres acteurs qui gravitaient autour, mais ils ont été un noyau à tout ce qui s'est fait ensuite. C'est le coup des faux billets aussi, ça il faut qu'on en parle. Le petit twist des faux billets, mais petit arrêt cardiaque pendant 30 secondes à ce moment-là, quoi, tu vois, quand c'est révélé, tu te dis mais pourquoi t'as fait ça frérot? Je sais pas si je pars dans tous les sens avec cette critique, etc. Mais j'ai vraiment, vraiment apprécié ce film. J'ai trouvé incroyable. C'est sale au possible. Margot Robbie, enfin je veux dire, un des premiers plans qu'on te montre, c'est quand même un éléphant qui défèque sur des gens. Donc c'est fou. Margot Robbie qui vomit sur le mec. Ça change vachement de ce qu'on a vu de Damien Chazelle jusqu'à présent. Et en même temps, pas tellement, quoi. C'est ça qui est fou. Et en même temps, il y a une certaine image de la femme qui est assez réaliste, parce que c'est vrai que, je sais pas si je l'ai dit, parce que j'ai recommencé cette critique tellement de fois, pour être honnête, le tournage, je partais tellement en cacahuète, tellement j'ai de choses dans la tête. Et le personnage de Margot Robbie, en fait, durant les années 20, est très sexualisé. Je sens que Margot Robbie, si elle a fonctionné, c'est notamment parce qu'elle s'est fait sexualiser par les hommes. Tu vois, c'est pas à cause de son talent. On rappelle que Margot Robbie, son personnage, si elle est recrutée de base, c'est juste grâce à son physique. On a à côté, par exemple, on a un parallèle qui est fait en début de film avec le personnage de Diego Calva qui lui aussi rêve de tourner dans un film. Et lui, il va directement demander à un producteur et le producteur lui dit non, toi, t'es bien où t'es. Autrement dit, tu sais, toi, t'es mexicain, t'es une sourasse ou je sais pas trop quoi, tu vois, parce que à cette époque-là, bon, c'était encore pire que maintenant. Et en fait, bah, tu te tais. En fait, à partir du moment où le fait de sexualiser la femme, ça ne suffisait plus, eh bien Margot Robbie, son personnage, a eu beaucoup de mal. Ça a été la fin de sa carrière parce qu'elle a pas su se renouveler. Ils ont essayé, hein, pourtant il a traité son image, ils ont fait aller dans des banquets de la haute société, c'était horrible, etc. Elle se mariait pas du tout avec, et tu sens que c'était fastidieux, quoi, pour elle. Elle a vomi, elle a dégueulé partout, et puis elle a pété un plomb, c'était incroyable cette scène. Bref, écoutez, je pourrais parler encore pendant 1 heure de ce film. Je suis désolé si cette critique est totalement déconstruite, parce que mon avis sur le film est totalement déconstruit aussi, hein, vous l'aurez compris, c'est un film de 3 heures qui te vend des... ouais, c'est le festival, quoi, dans la tête. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre interprétation du film, en tout cas. Qu'en avez-vous pensé? Que pensez-vous de cette fin? Est-ce qu'on est plus sur un avertissement? Est-ce qu'on est plus sur une lettre d'amour? Est-ce qu'on est sur quelque chose de positif? Au final, je pense que oui, quand même. Mais avec quelques petits messages. Et puis, en attendant, le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche. Des bisous tout le monde. Et puis, vive Babylone.